Bonjour, bienvenue pour notre exploration des assurances au Portugal. On s'est penché sur les infos de Assurance au Portugal, Portugal-France. C'est un marché assez vaste, hein. Plus de 60 compagnies, on parle de presque 12 milliards d'euros de primes en 2023. Mais bon, au-delà des chiffres, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Notre but aujourd'hui, essayer d'y voir plus clair. Alors commençons par la santé, c'est un gros morceau. Absolument. Le Portugal a son système national, le SNS, c'est vrai. Mais beaucoup de gens se tournent quand même vers le Seguro de Saúde, l'assurance privée. Et pourquoi justement? Ben, souvent, c'est pour avoir un accès, disons, plus rapide au réseau privé de soins. Alors attention, elle n'est pas obligatoire pour les résidents européens. Par contre, pour certains visas, notamment hors UE, là oui, on exige une couverture minimale. Souvent, c'est autour de 30 000 euros pour les frais médicaux. D'accord. Et concrètement, comment ça marche? Est-ce que c'est facile d'y souscrire pour tout le monde? Alors, ça fonctionne via des réseaux d'hôpitaux et de médecins conventionnés. En général, ça couvre les consultations, l'hospitalisation et assez souvent le dentaire ou l'optique aussi. Mais il faut vraiment regarder les détails parce qu'il y a des franchises, c'est la partie qui reste à votre charge, quoi, et puis des plafonds, le maximum couvert par an. Ok. Et parfois, il y a aussi des délais de carence. C'est une période d'attente avant que certaines garanties s'activent vraiment. Mhm. Un point positif quand même, le droit à l'oubli. Ça aide les anciens malades du cancer à avoir accès plus facilement maintenant. Et niveau budget alors, les sources parlent de quoi, 15 à 40 euros par mois pour un jeune adulte? C'est réaliste ça? Oui, pour une couverture de base, pour quelqu'un de jeune, oui, oui, on est dans ces prix-là. Mais attention, hein, ça grimpe assez vite avec l'âge ou si on veut couvrir toute la famille. On peut facilement dépasser les 100, voire 200 euros par mois pour une couverture vraiment complète pour des seniors, par exemple. Ok, bon, ça c'est pour la santé. Passons à la voiture. Le Seguro Automobile, ça c'est obligatoire, mais jusqu'où exactement? Alors, la loi impose ce qu'on appelle la RSE obligatoria, la responsabilité civile. Ça couvre les dommages que vous causez aux autres. Au tiers, oui. Ah, Au tiers. Et les seuils de couverture sont très élevés. On parle de millions d'euros. C'est vraiment une exigence légale pour couvrir des sinistres qui peuvent être très très graves. Mais attention, cette RC de base, elle ne couvre ni les dégâts sur votre propre voiture si c'est vous le responsable, ni vos propres blessures en tant que conducteur. ah oui, important ça. D'où l'intérêt, j'imagine, des formules un peu plus complètes, pas le fameux tout risque. Exactement. C'est ce qu'on appelle danos proprios au Portugal. Et là, oui, ça inclut les dommages à votre véhicule, le vol, l'incendie, le bris de glace et surtout la garantie du conducteur. Ça, c'est essentiel pour couvrir vos propres frais médicaux si vous êtes responsable d'un accident. Et le prix, ça varie beaucoup. Ah oui, énormément, notamment avec le système de bonus-malus, vous savez, le principe où on paye moins cher si on n'a pas d'accident. Les sources donnent un exemple assez frappant. Un jeune conducteur pourrait payer 240 euros juste pour la RC de base, alors qu'un conducteur avec un peu d'expérience peut être 150 euros. Quand même. Donc, comparer, c'est la clé. Ah oui, absolument. Utiliser des outils comme des coprotests ou Comparaja, ça peut vraiment aider à trouver de meilleures offres. Logique. Alors, après la santé, la voiture, le logement, le Seguro Habitat Sain. Oui. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une obligation comme pour la RC Auto? Alors là, attention, il y a une nuance importante. Et souvent, les gens ne le savent pas. La seule assurance qui est strictement obligatoire, c'est l'assurance incendie, le seguro da incendio. Et encore, uniquement pour les appartements qui sont en copropriété, ce qu'on appelle propriedade horizontale. Ah oui, juste. L'incendie est juste pour les apparts. Pour une maison individuelle, rien. Légalement, non, rien n'est requis. Ça, c'est une différence clé. Mais j'imagine que si on a un prêt immobilier, la banque, elle ne laisse pas vraiment le choix, si. Tout à fait. Vous avez raison. En pratique, la banque va l'exiger quasi systématiquement pour couvrir son risque, bien sûr. Du coup, la plupart des gens optent pour une assurance multirisque habitation. Ça couvre le bâtiment, le contenu, contre l'incendie, mais aussi les dégâts des eaux, le vol. Et ça inclut aussi la responsabilité civile familiale. Ça, c'est important. Ça vous couvre si vous causez involontairement des dommages à quelqu'un d'autre. D'accord. Ce qui est vital, c'est de bien évaluer les capités ségurades, c'est-à-dire la valeur assurée pour le bâtiment et pour vos biens, pour pas se retrouver sous-assuré en cas de pépin. Oui. Et petit détail, la couverture séisme, c'est souvent une option en plus. Faut vérifier. Et les tarifs, ça donne quoi en général?
C'est assez raisonnable en fait. Pour un logement standard, une multirisque complète, ça peut coûter entre disons 150 et 300 euros par an. Ok. Et puisqu'on parlait de prêt immobilier, juste un mot rapide sur l'assurance vie. Oui, alors le Seguro de Vida, on le connaît surtout via l'assurance emprunteur, le fameux Seguro de Vida Crédito Habitation. Les banques l'exigent pour garantir le remboursement du prêt si jamais il arrive quelque chose de grave, décès ou invalidité lourde, ce qu'on appelle l'IAD ou l'IPT, en gros quand on ne peut plus du tout travailler. D'accord. Et là aussi, le droit à l'oubli pour les anciens malades s'applique. Bien noté. Bon, on a couvert les grands classiques. Est-ce qu'il y a d'autres assurances un peu spécifiques au Portugal qu'il faudrait peut-être avoir en tête? Oui, on peut en mentionner quelques-unes. Par exemple, si on a un chien qui est catégorisé comme dangereux, il faut une RC spécifique obligatoire avec au moins 50 000 euros de couverture. Ah oui. L'assurance voyage, bien sûr, ça reste essentiel, surtout si on sort de l'Union européenne. D'ailleurs, pour obtenir un visa Schengen, il faut prouver qu'on a une couverture pour les frais médicaux d'au moins 30 000 euros. Et puis, il y a un marché qui se développe pas mal, c'est l'assurance santé pour les animaux de compagnie. Intéressant. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, la santé privée, c'est souvent un bon complément au système public, le SNS. La RC Auto, ça, c'est la base légale, impossible d'y couper. L'assurance incendie, obligatoire, mais seulement pour les appartements en copro. Et l'assurance vie, quasi automatique si on fait un prêt immobilier. Et le conseil numéro 1, ça reste comparer les offres. Absolument. Et surtout, lire les petits caractères, hein. Les exclusions, les franchises, les plafonds, les délais de carence. C'est vraiment là que se jouent les différences importantes entre les contrats. Merci beaucoup pour cet éclairage très clair. Et pour finir, peut-être une question pour prolonger la réflexion. Au-delà de ce qui est obligatoire ou très courant, quelle serait selon vous la garantie facultative qui apporterait le plus de sérénité, spécifiquement si on vit au Portugal? Est-ce que ce serait une meilleure couverture contre les séismes, par exemple, ou une RC particulièrement étendue, ou peut-être autre chose lié à un projet de vie particulier ici? Voilà, la question est ouverte.